Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. J'ai créé ce podcast pour partager des expériences, vous donner du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Donc si vous cherchez des défis similaires aux vôtres ou tout simplement vous ouvrir à d'autres philosophies de parentalité, faites défiler les épisodes. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Sarah pour son commentaire. Elle m'écrit « J'ai pris plaisir à écouter chaque épisode, des témoignages poignants, déculpabilisants, avec tant d'humilité, et pourtant ce sont de vrais héros. Merci Nadia de nous partager ces parcours inspirants. Merci à toi Sarah pour ton commentaire qui me fait énormément plaisir et me motive à fond pour les prochains épisodes. » Lors d'une grossesse ou même à la naissance de notre bébé, une question incontournable est « Vais-je l'allaiter ?» En France, une majorité de femmes allaitent après l'accouchement. Mais très vite vient la question de la durée. Nous sommes nombreuses à arrêter l'allaitement à la reprise du travail par exemple. Il y en a beaucoup des obstacles comme celui-là, qui se parsèment sur le chemin de l'allaitement, avec un résultat d'un bébé sur 4 qui est toujours allaité à ses 6 mois. Avec Flora, nous avons exploré ces différents obstacles et nous les avons décrits pour vous, en vous donnant son retour d'expérience, des explications et des solutions, pour que toutes les mères qui souhaitent nourrir leur bébé de leur lait puissent le faire avec toutes les cartes en main. Flora est une jeune maman qui a allaité son fils Marius jusqu'à ses 21 mois. Elle a su concilier allaitement et reprise du travail. Bienfait pour son fils et équilibre personnel. Et tout ça dans la sérénité. Bonne écoute! Donc je m'appelle Flora, j'ai 30 ans, j'habite pas très loin de Nantes. J'ai un petit garçon qui s'appelle Marius et je vis avec Kevin. Et mon fils, comment je le décrirais? Bon, c'est un petit garçon plein de vie, qui aime bien expérimenter plein de choses, grimper, tester, tout ça. Qui est plus très attaché à nous, et qui a besoin d'être rassuré quand même. Il a 20 mois, mais oui, je l'allaite encore. Alors, dans ma famille, l'allaitement, c'est plutôt quelque chose qui se fait naturellement. Mais je me disais quand même, voilà, je me mettais pas non plus la pression. Je me disais bon bah si c'est trop compliqué, ben tant pis, je donnerai un biberon et puis voilà quoi. Donc ça s'est fait plutôt naturellement. Voilà, quand j'étais enceinte, je me suis pas trop posé la question. Je savais que je voulais allaiter. Par contre, je me suis renseignée sur le sujet. J'ai fait dans ma préparation à l'accouchement, il y avait un module allaitement, donc je l'avais fait. Puis j'en avais parlé un peu autour de moi. C'est vrai que ça me semblait naturel de donner le sein et j'avais pas de. Je sais qu'il y a certaines femmes qui peuvent avoir un frein au fait de sortir leur poitrine en public ou de donner à cette poitrine un nouveau rôle nourricier. Je comprends que ça puisse on puisse avoir des freins, mais moi j'avais pas particulièrement ces freins-là. Et j'ai tout de suite demandé la tétée d'accueil. Et Marius, quand ils m'ont mis sur moi, il cherchait direct le sein. Et ma mère m'avait dit que moi, quand j'étais, alors elle a eu un peu plus de mal à allaiter ma sœur, et moi je suis la deuxième. Et pareil, ils m'ont mis sur le ventre de ma mère, j'ai directement pivoté et je me suis mis naturellement au sein. Et Marius, il faisait ça. Et donc j'ai demandé à la puéricultrice de se dépêcher parce qu'il fallait qu'elle fasse je sais pas quoi de plus important que mettre mon fils au sein. Et donc je lui ai demandé de se dépêcher pour venir le mettre au sein et on l'a mis au sein. Et avant de le mettre, je lui ai dit non mais j'ai pas de lait. Il y a 2 heures avant que j'accouche, j'avais pas de lait, c'est pas possible. Elle me dit ah mais si vous avez du lait. Et bah en effet j'avais du lait. J'étais assez surpris. Non, j'ai pas eu de douleur. J'étais assez impressionnée de ce tout petit bébé là sur moi là qui était en train de manger. C'était assez impressionnant, mais après non, j'ai trouvé ça naturel. Donc j'étais à la maternité, donc après tu vois ils tètent quand même assez fréquemment et Marius tétait beaucoup. Donc les sages-femmes, enfin les puéricultrices me disent bah je pense que vous allez avoir vite votre montée de lait parce qu'il stimule beaucoup. Et en effet, j'ai eu ma montée de lait un peu une nuit avant ce qu'ils m'avaient prévu. Je crois que c'est entre 2 et 3 jours et moi j'ai dû l'avoir à 2 jours. Et c'était une nuit où la sage-femme était j'avais pas un bon feeling avec cette sage-femme là
Et les nuits précédentes, il y avait une stagiaire. Donc en fait, elles étaient double effectif. Donc en fait, moi j'appelais, mais vraiment dès que je le mettais au sein, j'appelais en fait et je leur disais est-ce que je le mets bien, nanan. Et ouais, et puis j'avais besoin de conseils. Vraiment, moi, avant d'accoucher et même avant d'avoir mon fils, j'avais un niveau zéro en maternité, je connaissais rien. Donc je leur demandais beaucoup de conseils, beaucoup d'aide. Et ce soir-là, elle était pas très empathique, on va dire. Elle était pas méchante, mais voilà, elle avait pas le temps, elle était pas hyper empathique. Et j'ai eu ma montée de lait et c'était mais l'enfer quoi, parce qu'il voulait téter tout le temps et je le mettais au sein et c'était horrible et il voulait encore téter et il s'énervait, il y en avait jamais assez et à droite et à gauche, c'était horrible. Et pendant toute la nuit comme ça, il a tété, donc j'ai appelé la sage-femme, je me dit mais il pleure et il pleurait tel point qu'à un moment enfin il a vomi plusieurs fois dans la nuit. Donc moi à la fin j'avais plus de vêtements propres, enfin, c'était horrible. J'ai pas dormi. La sage-femme m'avait dit faut l'emmailloter. Bon, je l'emmaillote. Il hurlait toujours autant. Enfin c'était rien ne marchait. Vers 5 heures et cette nuit-là j'avais fermé les volets et du coup j'ai pas vu le jour se lever donc en fait j'ai dû m'endormir, c'était le printemps donc il faisait jour tôt donc j'ai dû m'endormir, mais à un moment j'ouvre le volet, je vois qu'il faisait jour et moi j'avais pas dormi toujours et puis je pense que vers 6 heures on s'est endormi, mais après à 8 heures il y avait la femme de ménage qui venait faire le ménage, enfin ils viennent voir si ça va bien. Non mais j'ai pas dormi de la nuit, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Donc c'était vraiment, je l'ai super mal vécu. J'ai, enfin, j'avais la poitrine qui allait exploser et puis ce bébé qui voulait tout le temps téter, c'était vraiment, c'était éprouvant quoi cette nuit-là. Et alors on m'avait parlé de la nuit de la Java, mais en fait c'est la nuit. Moi pour moi c'était la nuit de l'enfer quoi. C'était vraiment difficile. Et puis j'étais toute seule à la maternité. Kevin n'avait pas dormi avec moi. Et ouais, c'était vraiment assez dur cette nuit-là. C'est comme pendant mon accouchement. J'aurais aimé être accompagnée parce qu'il y a plein de choses que tu sais en amont et alors déjà quand tu le sais mais que tu te sens pas concerné, ça te passe un peu, enfin moi des fois je sais que j'oublie pas mal de choses, mais j'avais besoin ce soir-là d'être accompagnée, de qu'il y ait quelqu'un qui me dise: «C'est normal, vous faites les choses bien», prendre le relais avec mon bébé, m'aider un peu. J'avais plus besoin d'une personne bienveillante avec moi qui m'accompagne et qui m'aide à relativiser un peu les choses, à me dire non ça va passer, vous inquiétez pas, demain ça ira mieux. Plus ça que même si enfin je le savais à l'avance, mais entre le savoir et le vivre, c'est pas la même chose. Pour la nuit passée, ça allait, il tétait de manière plus classique. Bah, après, il a eu d'autres pics de croissance. Il a eu des pics de croissance qui ont fait qu'il tétait plus. Mais c'était vraiment la fois où c'était vraiment voilà quoi. La nuit de la Java. Qu'est-ce que c'est ? Durant les 24 heures qui suivent la naissance d'un bébé, il dort en général beaucoup. La première nuit peut donc être assez calme. Par contre, la deuxième nuit, c'est une toute autre histoire. Les bébés ont récupéré de l'accouchement et sentent bien qu'ils ne sont plus au chaud dans le ventre de leur maman. Ils sont complètement perdus et c'est là qu'ils vont demander beaucoup d'attention, de sécurité, de câlins. Tout ce que la mise au sein peut apporter. C'est ça la nuit de la Java. Alors un petit conseil, quand c'est possible, demandez aux coparents de passer la nuit avec vous. Ensuite arrive le retour à la maison. Et les premières semaines sont primordiales pour mettre en place un allaitement bien ancré. Flora vous raconte comment elle a vécu ces premières semaines. Et ce qui était compliqué pour moi, c'est que j'avais l'impression qu'il passait sa vie au sein. Mais vraiment, il tétait tout le temps et sur des longs. Et en fait, on m'avait dit il tète, quand il lâche le sein, vous lui proposez l'autre sein ou sinon vous le posez. Mais moi j'avais l'impression qu'il ne lâchait jamais le sein. Donc en fait quand je voyais que mon sein était à plat, je le changeais de sein, mais très vite je me suis rendu compte de la différence entre la tétée nourricière entre guillemets et la tétée réconfortante. Et c'est vrai qu'il avait beaucoup besoin de tétée pour se calmer, pour se réconforter, pour s'endormir, pour quand il y avait du monde autour, il avait besoin de tétée. Donc je le mettais au sein dès qu'il demandait, mais c'est vrai que j'avais pas anticipé que c'était autant d'investissement personnel les premières semaines. Et un peu plus tard, j'avais lu que c'était normal, que ça permettait de lancer la lactation.
Et qu'au contraire, il fallait, si on voulait faire un bon allaitement long, avoir un allaitement qui tienne bien sur la durée, il fallait justement au début que la lactation elle soit bien lancée. Donc je l'ai fait naturellement sans savoir, mais je me dis c'est peut-être parce que je l'ai allaité à la demande et qu'il a beaucoup tété au début que j'ai réussi à avoir cet allaitement long et j'ai jamais eu de problème de quantité de lait. Ça s'est toujours adapté. Enfin, bien sûr, il y avait des pics de croissance où j'étais un peu raplapla, mais ça s'est toujours bien ajusté. Et je pense que c'est grâce à ces débuts où il tétait, et moi, dès que je voyais qu'il réclamait, je le mettais au sein. Mais c'est vrai que les premières semaines, on a l'impression de faire que ça. Franchement, les 6 premiers mois, c'était pas compliqué. Il se réveillait, je lui donnais le sein, il se rendormait, je le reposais, je retournais me coucher. Mais voilà, voilà, du coup, j'étais pas trop fatiguée. Mais c'est vrai que des fois, j'aurais bien aimé passer le relais parce que du coup, quand t'allaites la nuit, ben, t'es obligé de te lever, quoi. Donc, le papa peut aider d'une manière ou d'une autre, mais t'es quand même obligé de te lever. Et au début, je m'étais dit que je ferais du cododo, que je le mettrais à côté de moi. Et j'ai pas été du tout à l'aise avec ça. J'arrivais pas déjà j'arrivais pas à l'allaiter allongé ou assis dans mon lit, j'étais pas confortable. Donc en fait, au final, très vite, j'ai préféré le mettre dans sa chambre. Il dormait bien, enfin il arrivait à s'endormir dans sa chambre et j'avais un fauteuil confortable à côté de son lit, je me mettais dans un fauteuil confortable. Alors au début, on avait dit, comme je pense tous les parents, on donnera pas la tétine, non. Et en fait, en effet, quand il passait des heures et des heures au sein, moi des fois j'en avais un peu marre. Et puis ce qui me dérangeait aussi, c'est que le sein le sécurisait, mais du coup quand on lui retirait le sein, il était plus sécurisé. Et du coup il pleurait, il s'inquiétait, je sentais qu'il stressait. Et moi ça me dérangeait pour lui que déjà je pouvais pas tout le temps le laisser au sein et j'aurais bien aimé qu'il se rassure dans les bras de son papa ou même dans mes bras, mais pas forcément au sein. Et j'avais un peu peur de ça, de son attachement au sein et me dire bah dès que je vais lui retirer le sein, ça va le frustrer. Et donc on a essayé les tétines, on a essayé plein de tétines, plein de sortes. On nous a dit le latex, le caoutchouc, le machin, hein, toutes les formes possibles et imaginables. Ça n'a jamais marché. Ça a été un échec, donc j'ai une galerie de tétines chez moi, mais ça n'a jamais marché. Au début, il tétait notre petit doigt, donc c'était bien, on lui faisait téter le petit doigt, mais ça a pas duré longtemps. Et à un moment, on a eu des pas mal de soucis de sommeil avec Marius. Et donc on a testé pas mal de choses et on nous avait dit bah de lui mettre un doudou, d'investir le doudou. Donc on a bien réussi à faire en sorte qu'il s'attache au doudou, à l'emmener un peu partout, à lui laisser son odeur et ça l'a bien rassuré. Et à un moment, il s'est mis à téter le bras de son doudou. Et pendant plusieurs mois, il a tété le bras de son doudou et ça l'aidait à se calmer. Il s'endormait comme ça. Et un jour, du jour au lendemain, je pense passé un an, peut-être vers 16-17 mois, il a arrêté comme ça du jour au lendemain à téter son doudou et il est toujours très attaché à son doudou, mais il le tète plus. Donc il a pas eu de tétine, mais il a tété son doudou, donc c'est un peu pareil, quoi. Il avait le besoin, enfin, je pense que son besoin de succion était satisfait par les tétés, il en avait plus besoin autant, il a arrêté comme ça naturellement, donc c'était plutôt rassurant pour nous. Quand on allaite un bébé, on a l'impression de ne faire que ça, entre la tétée nourricière et la tétée rassurante. Alors quand on distingue enfin les tétées rassurantes, on a envie que notre bébé puisse retrouver autre chose que le sein pour se rassurer. C'est tout autant de temps libre pour la maman. Mais c'est vraiment propre à chaque bébé. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment d'envisager toutes les solutions, tétine, doudou, car il n'y a rien de plus primordial que l'équilibre des parents dans ces premiers instants de vie d'un bébé. Alors ensuite vient très rapidement le premier pic de croissance. Ils arrivent généralement autour de 3, 6 et 9 semaines et à 3, 6 et 9 mois. Ils durent en général 3 jours, mais ce sont 3 jours où le semblant de rythme que vous commenciez à entrevoir est complètement chamboulé, avec un bébé qui peut en plus être plus ronchon. Durant ces pics de croissance, je dirais qu'il faut garder en tête que ça ne dure pas et que vous retrouverez votre bébé et votre rythme d'avant une fois le pic terminé. En fait, j'étais assez informée pour savoir quand est-ce qu'ils arrivaient. Alors maintenant, je suis incapable de le dire, mais je m'étais informée, je savais à peu près quand est-ce qu'ils allaient arriver. Donc, par exemple, il y en a un gros à 3 mois là. Et donc, dès que je voyais qu'il réclamait plus, je savais ce que c'était. Et je me disais bon bah là voilà, on en a pour un jour ou deux.
Ça va passer, c'est normal. Il faut justement qu'il mon lait, le lait change à certaines périodes et il faut justement qu'il stimule la lactation pour que le lait change, ou ça peut aussi lui donner des problèmes digestifs quand le lait change. C'est des choses que j'avais lues et que je connaissais, donc en fait je m'inquiétais pas, je me disais: «Bah, voilà, c'est normal, il a besoin de téter et puis il tète». Après je l'ai aussi beaucoup porté en écharpe et puis après en porte-bébé, et ça m'a vraiment aidé à retrouver des bras libres et les moments où il était comme ça, ce que moi j'appelais un peu bébé koala là, il était tout le temps collé à moi, et ben ça me permettait de le mettre en portage et puis de pas tout le temps l'avoir au sein, de pouvoir faire autre chose, aller me balader, et ça m'a quand même bien, libérée, de pouvoir enfin de le porter alors quand il était tout petit en écharpe, et quand il a grandi en porte-bébé, donc soit dorsale ou ventrale en fonction du poids qu'il fait, mais je trouve que c'est une bonne alternative, et l'avantage c'est que que le papa peut le faire, et Kevin du coup portait Marius et ça me permettait d'aller prendre une douche, de me reposer un peu, de prendre du temps pour moi, et ça me faisait du bien là qu'il soit rassuré aussi dans cette écharpe. Alors après la nuit, clairement la nuit et le soir c'était compliqué, c'était beaucoup moi qui était quand même sa figure d'attachement. Après parce que je travaillais à 80%, parce que j'avais eu un plus long congé, maternité que lui. C'est pas facile aussi pour les papas enfin, le même lien d'attachement, alors qu'ils sont, moins de temps, seuls avec les bébés. Puis ils sont pas souvent seuls avec le bébé, donc ils ont plus créé un lien quand moi j'ai repris le travail, quand j'ai repris le travail et que du coup c'est Kevin qui gérait, le soir. Bah là du coup ils ont eu des moments que à 2 et ils ont créé plus de liens, et Marius était plus rassuré avec son papa. Après la journée il arrivait à me relayer en portage, en le bercer vers 18h, souvent il y avait pas mal de pleurs donc il le berçait. Il changeait la couche. Je lui ai demandé si s'était senti un peu exclu. Il m'a dit que non, pas du tout, qu'il avait trouvé sa place autrement avec Marius, dans le jeu, dans le change, le bain. Et puis très vite, il a été diversifié. Enfin, en fait, ça arrive très vite, la diversification. On a l'impression que c'est long, mais en fait, en 6 mois, c'est fait, quoi. Donc après, voilà, il a trouvé son rôle pendant la diversification. Puis il y a beaucoup d'autres choses autour de l'allaitement. Et Kevin, il m'aidait beaucoup à gérer tout ce qu'il y avait autour, parce que c'est vrai que quand on allaite, ben c'est beaucoup de temps passé à allaiter, et pendant qu'on allaite, on fait rien. Donc il gérait la maison, les repas, ranger, organiser, faire les machines. Enfin, il m'a quand même beaucoup aidé à gérer autour. Des fois, on dit que dans l'allaitement, le papa trouve pas sa place, mais au contraire, si on n'a pas l'aide du papa, c'est pas possible de tenir aussi longtemps en allaitement et d'avoir un allaitement épanoui entre guillemets. Il faut un relais, alors que ce soit le papa, la deuxième, enfin le coparent ou de la famille proche, mais ça demande tellement d'énergie que sans relais, je dis chapeau aux femmes qui y arrivent, quoi. Le coparent. Certains l'appellent aussi copilote, mais je n'aime pas trop cette désignation. Elle amène une hiérarchisation des parents auprès du bébé. La maman serait le principal pilote et le papa le second ? Non. Cette vision bien traditionnelle et médiévale devrait changer à mon sens. Les parents, les papas et les mamans sont sur un même pied d'égalité vis-à-vis de leur bébé. Alors quand des spécificités du corps de la femme leur donnent une fonction propre à elle que l'homme ne peut avoir, celui-ci peut trouver d'autres aspects d'interaction avec son tout petit, au-delà de l'aide qu'il peut apporter à la maman allaitante. C'est la complémentarité des parents que Kevin, le conjoint de Flora, a su trouver naturellement. Puis vient un jour la reprise du travail de la maman. Savez-vous que 30% des mamans pensent qu'il est impossible de concilier travail et allaitement ? Flora vous raconte comment elle a abordé sa reprise. J'ai repris à 3 mois et demi. J'avais posé des vacances à la suite de mon congé mat, donc je reprenais à 3 mois et demi. Voilà, oui, de manière classique. Par contre, je reprenais à 80%, donc j'avais mon vendredi en plus. Enfin, j'avais un week-end de 3 jours à la maison avec Marius. Alors moi, j'étais contente de reprendre le travail. J'avais besoin là de sortir de ce huis clos entre guillemets. Mais je me souviens que j'avais la sensation, j'aurais bien aimé aller travailler avec mon fils, le prendre dans mon porte-bébé et partir comme ça en réunion.
avec mon bébé. J'avais envie de voir l'extérieur, de travailler, mais ouais, c'était dur de devoir me séparer de lui, mais j'étais contente de repartir au travail. Et du coup, au début, je m'étais dit bon, j'allaiterai 3 mois et puis voilà, ça s'arrêtera tout seul, ça s'arrêtera tout naturellement. De toute façon, je pensais pas vraiment qu'on pouvait continuer à allaiter un enfant, enfin que ma lactation tiendrait si j'étais pas avec lui toute la journée. Et donc pendant mon congé mat, je me suis un peu plus informée sur le sujet et je me suis dit: «Bah, je vais tirer mon lait». Et j'avais entendu pas mal de choses qui disaient: «Non mais moi, j'ai jamais réussi à rien tirer». Il y a des femmes pour qui ont besoin d'avoir leur bébé, sur elles parce que la lactation, elle est gérée par le cerveau, hein, et il y a des femmes qui arrivent pas à tirer leur lait, de manière mécanique. Et donc je m'étais dit: «Bon, bah, voilà, ça marchera peut-être pas et puis mon ma lactation s'arrêtera et puis Marius se désintéressera du sein au profit du biberon». Et on avait essayé des biberons, avant ma reprise du travail, on avait essayé des biberons et ça marchait pas. Mais vraiment, il voulait pas les biberons. Et en fait, même je m'étais dit, je me souviens pendant mon congé mat, très tôt, je me suis dit: «Je vais tirer mon lait, je vais l'habituer tout de suite à avoir, mix sein-lait, puis comme ça, Kevin pourra donner des biberons». Et puis même je m'étais dit: «Le lait en poudre, pourquoi pas, quoi». Donc j'avais commencé et vraiment Marius, le biberon, c'était niet, quoi. Donc on a essayé pareil, plein de styles de biberons, et ça n'a jamais marché. Et j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me suis dit: «Bah, dans quelques semaines, je reprends le travail et chez la nourrice, va bien falloir qu'il mange, quoi». Surtout il était pas encore diversifié, c'était son aliment principal. Et j'avais envoyé un mail à une consultante en lactation pas loin de chez moi, qui m'avait rassurée en me disant: «Mais de toute façon, vous verrez, votre nourrice, elle a l'habitude et le fait que vous soyez pas là, ça va être plus facile pour elle. De toute façon, il aura pas le choix, il devra, bien prendre le biberon. Là, vous êtes là, c'est vrai que c'est pas facile pour lui de savoir que vous êtes là, qu'il peut prendre le sein et de devoir prendre le biberon». Et on m'avait parlé de la confusion, sein-tétine. Mais alors, avec Marius, je me disais: «C'est pas possible, c'est plus facile pour lui, il devrait préférer le biberon». Mais non, non, c'était vraiment le sein. Donc la nourrice, elle a un peu galéré à lui donner le lait. Mais finalement, elle a réussi. Bon, je pense qu'elle avait l'habitude, elle a trouvé des techniques, elle a réussi à lui donner le biberon. Il le prenait, alors il le prenait pas avec joie, hein, c'était pas quelque chose qui prenait goulûment, mais il le prenait bien. Et donc j'ai commencé à tirer mon lait au travail et à un moment, j'en avais un peu marre de tirer, tout le temps mon lait et donc je lui ai dit: «Bah, je vais donner du lait en poudre». Et alors là, le lait en poudre, alors autant le biberon, elle avait réussi, mais alors le lait en poudre, non, c'était impossible. Donc j'ai dit: «Bon, bah, écoute, voilà, c'est pas grave, je vais tirer mon lait». Et puis je me dis: «Bon», puis en plus le lait, c'est quand même, ce qui est adapté à lui et ce qui est le plus adapté à lui, donc bon, allez, c'est pas grave, on se motive, on continue. Quels sont vos droits si vous décidez de tirer votre lait après la reprise du travail? Jusqu'au 1 an de votre bébé, vous avez droit à 30 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi. Cette période peut être réduite à 20 minutes si vous avez un local dédié à vos séances de tire-lait. Sachez qu'un employeur de plus de 100 salariés femmes se doit de vous mettre à disposition un tel local. Voilà comment Flora s'est organisée. J'avais appelé une collègue un peu avant de reprendre le travail. On avait discuté, je lui avais dit les idées que j'avais. Alors je savais qu'il y avait le réfectoire où on pouvait fermer les volets et fermer la porte à clé, voilà, pour que personne ne voit, que les fenêtres soient fermées et que personne puisse rentrer. Ou sinon, je m'étais dit les toilettes. Mais bon, parce qu'il y avait un sas, une espèce de vestiaire, et après il y avait les toilettes. Donc je me dis, au pire, je mettrai dans ce vestiaire, enfin, ce sas avant les toilettes, je m'installerai une chaise. Et donc ma collègue m'a dit: «Bah oui, de toute façon, tu peux, enfin il y avait un créneau, en général, les équipes mangeaient assez tôt, donc moi je pouvais aller, tirer mon lait, à partir de 13h, sans être embêtée et sans bloquer». Parce que du coup, je bloquais tout le réfectoire, donc fallait pas non plus que je tire mon lait à midi, ouais, voilà. Et ou que je le fasse à midi, si j'avais les collègues qui venaient taper à la porte, il fallait quand même que je sois assez détendue pour, me sentir à l'aise pour pouvoir tirer mon lait. Donc je m'étais, voilà, dit que j'allais faire ça. Après je savais que j'avais le droit à, alors je sais plus exactement, je crois que c'est 2 fois 1 heure,
2 fois, non, ouais, on a le droit à 1 heure par jour pour tirer son lait. Donc ça, je savais que j'avais le droit à 7 heures sur mon temps de travail, et je savais que je pouvais la scinder en 2 fois une demi-heure. Donc je m'étais dit bon bah voilà, j'utiliserai ce temps-là pour tirer mon lait, et puis voilà. Donc quand je suis arrivée, quand j'ai repris le travail, j'avais mis un petit entretien avec mon chef et je lui ai dit que voilà, j'allaitais mon fils, que je voulais tirer mon lait et que je prendrais du temps sur mon temps de travail pour tirer mon lait. Et bon, il m'a dit oui, bah tu t'organises. Après, c'est vrai que comme j'organisais mes horaires comme je le souhaitais, je pouvais organiser mes journées. Donc lui était informé de ça. Ma collègue qui est assistante aussi savait que je tirais mon lait sur ce temps-là. Donc voilà, j'avais pris mon tire-lait. À la base, j'avais loué à la pharmacie un espèce d'énorme tire-lait. Et très vite, j'ai eu connaissance du site Grandir Nature qui loue des tire-laits. Donc c'est pareil, c'est remboursé par la sécurité sociale si on a des ordonnances. Et ils louent des tire-laits. Donc en fait, on appelle, on a une consultante en lactation. Et en fait, en fonction, elle nous pose pas mal de questions sur quand est-ce qu'on tire notre lait, comment ça se passe, la quantité, combien de fois on tire par jour. Et elle nous conseille le meilleur tire-lait, le tire-lait adapté à notre fonctionnement. Et du coup, moi, j'ai loué un tire-lait électrique qui marchait soit sur batterie, soit sur secteur. Donc ça me permettait de tirer mon lait un peu partout et qui était super compact. Donc ça m'évitait de trimballer mon énorme tire-lait au boulot, en salle à la cantine. C'était vraiment lourd. Alors il était efficace, il tirait vraiment bien, et il était lourd, et l'autre il était aussi efficace, mais il était vraiment tout compact. Donc ça m'a vraiment aidé. Donc du coup, voilà, au début j'avais dit qu'à mon chef et puis à ma collègue, et puis mes collègues ils se posaient des questions, je leur disais bah non, je suis pas dispo pour ce créneau-là dans la journée. Donc ils disaient mais qu'est-ce que tu fais? Ils se posaient pas mal de questions. À un moment je leur ai dit non mais les gars, parce que moi je bosse dans un monde quand même relativement masculin, et j'aurais dit non mais je tire mon lait, voilà, mon fils je l'allaite, il a 3 mois, je tire mon lait. Et du coup je m'attendais un peu à avoir des réflexions, soit des blagues maladroites et pas drôles, ou bien tout gêné, mais non, ça les a pas perturbés plus que ça. Et puis après c'était établi qu'à ce moment-là j'étais pas dispo, et puis eux faisaient en fonction avec beaucoup de respect, donc c'était plutôt cool. Moi, je travaille sur un chantier, mais dans un bureau. Donc, j'avais un frigo dans lequel tout le monde met son repas le matin. Tout le monde vient avec sa petite glacière, met son repas dans le frigo. Et donc, moi, je conservais mon lait toute la journée dans le frigo. Et après, le soir, je partais, je prenais ma glacière, je rentrais chez moi. J'avais une demi-heure de route. Et puis, j'arrivais chez moi, je le mettais dans le frigo pour le lendemain, et je le donnais à la nounou le lendemain. Après voilà, j'étais pas non plus hyper stricte avec la chaîne du froid. Je me préoccupais pas trop de cette demi-heure de voiture où il était pas dans le frigo. Je leur mettais au frais derrière. J'ai jamais eu de problème. Et en fait, j'arrivais à tirer en 2 fois la quantité qu'ils buvaient dans la journée. Mais pareil, au début, c'était un peu l'inquiétude parce que je savais pas du tout la quantité que je devais tirer. Comme j'avais jamais tiré mon lait, mais en fait ça s'est fait plutôt naturellement, et donc je tirais 2 fois mon lait. Et quand il a commencé la diversification, je le tirais qu'une seule fois le midi, et j'arrivais à tirer la quantité qu'il buvait dans la journée. Et à la fin, genre vers ses 1 an, peut-être un petit peu avant, je tirais plus au travail. En fait, je rentrais une demi-heure avant que son papa le récupère chez la nounou, et je tirais mon lait avant qu'il revienne de chez la nounou. Alors si ils faisaient la tétée, parce qu'en général ils font ce qu'ils appellent tétée de retrouvailles, quand je le récupérais le soir, et ils voulaient tout de suite téter. Et si je tirais mon lait après cette tétée, bon là j'avais pas assez de lait. Par contre si je le faisais, il fallait vraiment que je tire mon lait avant de le retrouver. Et puis j'avais un peu de stock au congélateur en cas de pépin. Ça m'arrivait que mon lait s'ouvre dans ma glacière, ou que j'ai trop de réunions dans la journée pour pouvoir tirer mon lait. Donc après, une fois passé les 6 mois, franchement, la lactation, elle s'adapte. Enfin, moi, dans mon cas, elle s'est adaptée relativement facilement. Il y avait des journées, j'avais trop de réunions, j'arrivais pas à tirer. Bah, tant pis, je prenais mon stock du congélateur, et puis le lendemain, j'arrivais, c'était. Et franchement, après 6 mois, ça s'adapte. Enfin, moi, dans mon cas, ça s'est adapté facilement. Et donc, je me suis dit, bah, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent vers entre 3 et 6 mois, et je me dis bah c'est bête parce que c'est après en fait que c'est le plus facile et le plus agréable.
Et c'est avant, en fait, elles ont vécu le plus dur. C'est vrai que les 3 premiers mois, c'est vraiment le pire. Les 3 mois après, c'est un peu mieux et franchement, après 6 mois, c'est vraiment, on n'a même pas à y réfléchir, quoi. Ça s'adapte, à n'importe quel moment, c'est dispo. S'il a besoin un jour, il est un peu malade, il a besoin de plus téter, il tète plus, il tète moins, il tète moins. C'est vraiment le après que c'est hyper facile. Mais après 6 mois, non, vraiment ça se s'adaptait et puis encore maintenant, si il là, il est en, des fois, il y a des semaines, des jours où il va téter 3 fois ou des fois il tète, qu'1 fois et encore un sein, vraiment juste histoire de et ben, j'ai pas du tout, l'effet, des seins, tendus, comme on peut avoir, les premiers mois là, les quand ils allongent un peu, leur période de sommeil la nuit où on se réveille en disant: «Vas-y réveille-toi pour téter» là, on n'a pas du tout ça. Donc oui, au bout de d'un an, en fait, sans m'en rendre compte, il avait déjà un an et j'avais allaité 1 an, et alors que j'aurais jamais envisagé ça. Et où il était chez la nounou, il y avait une autre maman qui allaitait d'une petite fille qui avait 2 ans et qui était toujours allaitée. Et puis du coup, on avait discuté plusieurs fois et je me suis, en fait, c'est la première personne que je voyais qui allaitait un enfant aussi longtemps. En fait, moi, j'avais un peu les clichés de la femme qui allaite longtemps l'enfant, de trucs un peu malsains, tous les clichés. Je pense que toutes les phrases clichés, j'ai dû les dire avant d'avoir Marius, genre ah non, quand il commence à avoir des dents, c'est malsain, ou bien ah non, mais à un moment il faut détacher la mère et l'enfant. Bah, des trucs que maintenant qui me font rire, hein. Mais que oui, j'ai pensé et oui, j'ai dit, quoi. Donc je m'étais pas, j'avais même pas réfléchi. Pour moi, c'était les hippies qui allaitaient leurs enfants jusqu'à 7 ans, enfin des trucs, des clichés, quoi. Et donc le fait de rencontrer cette maman, d'en discuter et puis de voir aussi que ben Marius, c'était ce qui lui convenait. Je pense que si j'avais eu un enfant qui avait pas été aussi attaché à la tétée, j'aurais peut-être arrêté plus tôt. Et du coup, je me suis aussi informée sur le sujet, sur les bienfaits du lait maternel. Moi, c'était quelque chose qui me convenait parce que j'avais pas à trimballer des biberons, du lait en poudre, etc. Donc voilà, jusqu'au 1 an, ça s'est fait naturellement. Et puis après, je me suis dit bon bah voilà, on arrêtera quand on arrêtera. Et voilà, c'est tout. Après, moi, il y a pas longtemps là, j'en avais un peu marre de devoir donner le sein tout le temps. Donc en ce moment, je lui explique que maman elle est un peu fatiguée, et que des fois elle a pas envie de donner le sein. Donc la tétée du soir, c'est toujours l'indispensable. On fait toujours la tétée du soir, c'est le moment avant de se coucher. Mais le matin, des fois non, je lui propose un petit verre de lait ou un petit déjeuner. Et quand je vois que vraiment c'est, par exemple, cette semaine, un matin, il avait absolument besoin de sa tétée et il pleurait, il était en colère, il disait tétée, donc là, je lui ai donné. Et il y a d'autres matins où il réclame et je lui parle d'autre chose, j'arrive à le divertir et il arrive à se rassurer sans. Donc on travaille quand même là pour réduire. J'aimerais bien enfin, je sais pas, mais j'aimerais bien quand même qu'à ses 2 ans, il commence à arrêter peu à peu la tétée. Mais voilà, on fait en douceur. On n'a pas envie de le braquer. On suit son rythme. Et alors, si j'ai pas particulièrement de douleur. Et maintenant, tu vois, je me dis ça y est, maintenant, il est complètement diversifié. Jusqu'à 1 an, j'avais cette pression de me dire bon bah autant que je lui donne mon lait, quoi. Soit je dois lui donner du lait en poudre ou mon lait, autant que je lui donne mon lait. Maintenant qu'il a passé les 2 ans, les 1 an, j'ai un peu moins cette pression. Je me dis bon, il peut boire du lait de vache, il peut boire d'autres choses, du lait de chèvre ou même un peu de lait en poudre. Mais il est diversifié, il mange de tout. Je veux dire, c'est moins important. Donc depuis ces 1 an, on commence un peu à réduire un peu. Avant, il avait une tétée matin, midi et soir. On a intégré un produit laitier au goûter. Et pareil, le matin, soit il prend une tétée, mais on intègre aussi un produit laitier le matin à la place de la tétée. Par contre, on garde toujours la tétée le soir. Tant qu'il en a besoin, on garde ce moment-là. C'est plus dans le reste de la journée où voilà, on réduit. Alors après, voilà, il y a des femmes à qui ça convient très bien, l'allaitement à la demande jusqu'à très tard. Voilà, moi je m'écoute aussi, j'écoute Marius, mais je m'écoute aussi et voilà, là je sens qu'il en a un peu moins besoin et que voilà, moi j'ai besoin un peu de me reposer. S'écouter. Un principe que l'on oublie trop souvent quand on devient mère.
Pourtant, c'est primordial pour une famille équilibrée et épanouie. Mais une maman veut généralement donner le meilleur pour son bébé et se heurte trop souvent au regard de la société. Une maman non allaitante sera vue comme égoïste. Une maman allaitante, sur le long terme, sera vue comme accaparatrice. Aux yeux de la société, il y aura toujours quelque chose à redire. Alors quand on écoute sa petite voix interne, au moins, vous êtes en accord avec vous-même. Comment Flora a géré ce regard des autres ? Là, ils étaient surpris, ils se posaient des questions. Ah bon, t'allaites encore? Mais c'était plus de la surprise parce qu'ils n'ont pas l'habitude que j'ai jamais eu de phrase méchante ou autre. Après, je me rends compte que, en fait, j'ai jamais laissé de place au questionnement. Pour moi, j'avais décidé d'allaiter. C'est ce qui convenait à Marius. J'ai jamais. Je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu plus indécises, qui savent pas trop. Elles peuvent être déjà laisser plus de place aux commentaires négatifs et puis être plus sensibles à ça. Peut-être que j'ai eu des commentaires malveillants et négatifs, mais franchement, j'étais tellement convaincue du truc et puis sûre de moi que j'ai jamais pris ça à cœur. Puis c'est tellement personnel comme choix que franchement, ce que les autres y disent, ça m'a jamais touchée. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des réflexions maladroites, mais j'ai jamais vraiment ressenti ça. Après, l'allaitement long, c'est quand même quelque chose qui est peu connu. Et du coup, les gens posent des questions, s'interrogent, et je prends pas ça mal. Moi, ça me dérange pas d'en parler. Au contraire, j'aime bien échanger autour de ça. Les gens sont plutôt curieux de savoir ça qu'autre chose. Après, moi, je sais que je suis pas je suis pas sur un allaitement à la demande. Marius ayant besoin de calme, ben j'allaite le soir dans sa chambre, le matin dans sa chambre. Donc personne me voit allaiter un grand bébé, un bambin. Je pense que des femmes qui sont plus à un allaitement à la demande ou des enfants qui sont demandeurs en extérieur, ben on peut avoir des regards lourds. Euh, de voir un bambin en train de téter, moi j'ai jamais vécu ça. Et en plus il y a eu le confinement, donc autant dire que je suis pas sortie. Enfin, j'ai eu moins aussi d'occasion d'être en public en train d'allaiter, donc je pense que j'ai eu de la chance aussi de pas être confrontée au regard des autres, des gens qui te connaissent pas. Je pense que c'est peut-être même plus maladroit et plus blessant les gens qui te connaissent pas que les gens qui te connaissent, voilà, qui posent des questions. Après, moi j'ai trouvé que c'était vraiment pratique. À n'importe quel moment il a faim, je le mets au sein, c'est à la bonne température, en bonne quantité. Tout le monde, je suis consciente que toutes les femmes n'ont pas cette chance-là. Et il y a des femmes pour qui c'est un vrai parcours du combattant d'avoir assez de lait, de ne pas avoir de douleur, avec des enfants qui ont des freins de bouche, enfin des choses assez compliquées. Moi, j'ai pas eu toutes ces choses-là, donc pour moi, ça a été très pratique en fait, parce que j'avais pas à me poser de questions. Je savais qu'à n'importe quel moment du jour et de la nuit, j'avais un lait qui était adapté à l'âge de mon enfant, à la bonne température, dans le bon contenant. Donc ça, c'était vraiment le point positif. Et puis aussi ne pas avoir à me soucier de ce que je donnais à mon enfant. Je savais que mon lait, c'était la meilleure chose pour lui. Et moi, ça m'a rassurée de savoir que voilà, j'avais pas à me poser de questions sur ce que je donnais à mon enfant. Je savais que c'était bon pour lui. Et Marius a eu très peu enfin, il était jamais malade, il était en bonne santé. Et je sais que l'allaitement y a joué pour beaucoup. Je dis pas que les enfants qui sont allaités sont en meilleure santé que les enfants qui sont biberonnés, hein. Mais c'est vrai que dans le lait maternel, il y a plein d'anticorps et ils se chopent pas tous les rhumes, tous les petites gastro qui traînent. C'est pas bien méchant, mais c'est vrai que moi ça me rassurait de pas avoir ça à gérer en plus. L'allaitement, enfin moi avec Marius, l'allaitement c'est quand même quelque chose de magique, c'est qu'il peut être dans un niveau de stress important, pas bien et tout ça. Si je le mets au sein, tout de suite je sais que ça va l'apaiser. Et ça aussi c'est une des choses, un des points positifs pour moi, c'est que voilà, j'ai la solution pour calmer mon enfant à n'importe quel moment du jour et de la nuit, quoi. Ça c'est quand même super rassurant. Comme je me laisse un peu porter par les choses, c'est vrai que ouais, peut-être pas tous les mois, mais jusqu'à ces 3 mois, j'ai poussé le truc en me disant voilà, j'allaiterai jusqu'à 3 mois, et depuis ces 3 mois, voilà, je me dis bon là, on pourrait arrêter. Et puis en fait, non, ça se passe bien, donc on continue. Ou Marius a besoin, donc on continue. Ou voilà, c'est pratique, donc on continue. Je m'étais dit au début, c'est ça, ça me revient maintenant. Je m'étais dit que j'allais le sevrer autour de ces 1 an.
Et puis après, je me dis: «Ouais, mais on va partir en vacances cet été, c'est quand même vachement pratique de pouvoir lui donner le sein plutôt que de balader les biberons et et le lait en poudre». Donc je l'ai été jusqu'à septembre et puis je me suis dit, plein de fois que j'allais arrêter et je me suis dit, plein de fois que j'allais continuer, donc bon, je me laisse porter par les choses. En plus, je suis un peu tête en l'air et pas très organisée, donc ça me convient très bien. L'allaitement a de nombreux avantages, comme le dit Flora. Alors si vous faites ce choix, si vous avez envie de vous aventurer dans cette voie, Flora vous donne maintenant ses conseils, ses lectures et ses podcasts. Pas hésiter à se faire aider par une conseillère en lactation. Il y en a partout en France. Alors je sais qu'il y a des moments qui peuvent être un peu plus dans des endroits à la campagne reculés, mais maintenant avec le Covid, on peut consulter par internet ou par téléphone. Et c'est vraiment des super important de se faire aider par des conseillères en lactation. Parce que c'est compliqué de mettre en place l'allaitement, c'est beaucoup de défis, hein. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup d'épisodes sur les défis de l'allaitement. Et oui, c'est un vrai défi, il faut se faire aider. Normalement, dans les maternités, ils sont censés être formés, mais pas toujours, et même à la maternité sur des bébés qui sont prématurés ou sur des bébés qui ont du mal à téter, il y a toujours une solution. Si la maman a envie et a l'énergie de le faire, il y a toujours des solutions. Après, si on n'a pas envie, si on n'a pas l'énergie, il y a aucun problème, hein. Les biberons et le lait en poudre, c'est aussi très bien et ça fait le job. Mais si la maman ressent le besoin, il y a toujours une solution et voilà. Et ensuite, deuxième chose, c'est pas un concours de durée, quoi. Faire une tétée d'accueil, c'est quand même faire un allaitement. On peut faire un allaitement de 5 minutes comme on peut faire un allaitement de 2 ans et c'est déjà très très bien. Mais il n'y a pas de, c'est pas une course à la longueur. C'est si on le ressent, juste la tétée d'accueil, on fait juste la tétée d'accueil, c'est déjà très bien pour le lien avec l'enfant. C'est déjà énorme les bienfaits qu'il y a sur la tétée d'accueil, pour l'attachement, pour beaucoup de choses. Et s'il y a pas de tétée d'accueil parce qu'il y a césarienne ou parce qu'il y a néonat, on peut récupérer un allaitement derrière. À partir du moment où la maman le veut et a l'énergie, parce que ça demande beaucoup d'énergie, faut pas se le cacher, il y a des solutions, mais voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Et si la maman le veut pas, il y a d'autres solutions très très bien aussi. Alors j'ai commencé à être sur Instagram avec pas mal de comptes de mamans allaitantes ou surtout des mamans qui allaitaient. Donc il y a le compte de Little Bun Bao qui fait des signes pour enfants, mais qui est allaitante et qui du coup l'intègre vraiment l'allaitement à son quotidien et en parle souvent. Le compte de Tajine Banane qui est génial, donc les vêtements d'allaitement qui sont top. Après il y a des podcasts comme La Matrescence, il y a quelques épisodes de Bélis aussi où il parle d'allaitement. Enfin, c'est des choses qui sont géniales. Et alors là, à Noël, hein, c'est tard, mais j'apprends encore plein de choses dans ce livre. Ma sœur m'a offert le manuel très illustré de l'allaitement, qui est génial. Et donc en plus, qui est avec plein de dessins. Enfin, c'est super. Donc j'apprends plein de choses malgré mes 20 mois d'allaitement. Et la personne qui a fait ce livre a un compte Instagram qui s'appelle Tété en Tété et qui est top aussi, qui est vraiment une mine d'informations. Donc moi, c'était plutôt par Instagram où j'ai commencé à suivre des comptes de mamans allaitantes, de marques d'allaitement, et puis comme ça, de fil en aiguille, j'ai découvert des choses sur l'allaitement. Merci beaucoup Flora pour ton témoignage sur ton allaitement prolongé, réussi, tout en respectant ton équilibre. Et ton défi facile alors ? Alors moi, mon défi facile, ça a été la grossesse. J'appréhendais beaucoup la grossesse. J'imaginais avoir tous les pires maux de l'univers. Et en fait, quand j'ai été enceinte, j'ai vraiment eu la sensation que c'était la chose la plus naturelle que j'ai fait de ma vie. Mon corps s'est mis en place à gérer ce bébé qui était niché dans mon ventre. Et je me suis sentie à l'aise, me suis sentie bien, et je peux pas dire que j'ai adoré la grossesse. En fait, moi, c'était un état naturel, normal. J'ai vraiment vécu ma grossesse de manière sereine et j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je sais que c'est pas le cas pour toutes les mamans et ça peut fatiguer avant le défi qui nous arrive derrière. Donc la grossesse pour moi ça a été un défi facile, un défi facile.
Merci Flora. Lorsque l'on a enregistré cet épisode, tu allaitais toujours ton fils et à la date de la diffusion, il est complètement sevré. Cela fait donc 21 mois d'allaitement. C'est vraiment impressionnant et je te dis un grand bravo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous connaissez des mamans qui se posent la question d'allaiter leur bébé ou qui se demandent s'il faut continuer après la reprise du travail ou une autre difficulté particulière, n'hésitez pas à leur partager le témoignage de Flora. Mais surtout, n'oubliez pas, allaitement ou pas, 3 mois ou 3 ans, tout est possible et tout est normal, tant que ce choix est le vôtre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup et surtout, ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, où vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. J'ai lancé aussi une newsletter pour vous en apprendre plus sur mes invités et partager d'autres podcasts dans le même thème. Le lien pour l'inscription est dans la description. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire Apple ou sur les réseaux sociaux. Je les prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite.